Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On part pour les sorties livresques de juin 2022 et il va falloir vous accrocher parce qu'il y en a encore un petit paquet. Je vous jure que je fais tout ce que je peux pour réduire la liste à chaque fois. D'ailleurs, je l'ai réduite cette liste puisqu'on part pour un peu plus d'une cinquantaine de titres et j'en avais bien plus à la base. Donc voilà, je pense à vous au format de cette vidéo. Comme la dernière fois, du coup, je vous propose vraiment de lire les résumés voilà, qui ont été préparés par les maisons d'édition. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire plus. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, que vous arriverez à trouver quelques titres qui vous feront de l'œil. En tout cas, je vous propose qu'on s'y mette dès maintenant. On y va, c'est parti. Côté grand format, c'est dans les jeunesses que le 1er juin est sorti Moi Chocolat Petite Chienne au grand cœur de Delphine Pessin et Cynthia Thierry à l'illustration chez Didier Jeunesse. Ça fait à peu près 160 pages, je vous lis le résumé. Chocolat, une toute petite chienne labrador, vient d'être adoptée par Gabi et son papa. Elle est aux anges, entre elle et le garçon de 8 ans, c'est le coup de foudre. L'inverse, ça ne se passe pas bien avec la belle-mère de Gabi, une mégère maniaque du ménage. Dès le premier jour, elle lui interdit d'entrer dans la maison. Il lui faut se débarrasser de ce maudit chiot qui lui pourrit la vie. Abandonné dans un bois très loin de la maison, Chocolat n'a plus qu'un seul objectif, retrouver son petit maître et que justice soit rendue. Avouez, ça a l'air trop mignon. Deuxième titre qui est sorti le 2 juin, cette fois chez Hauteville, on change totalement d'ambiance, il s'agit de Personne ne doit savoir de Claire McGowan. On est sur un roman suspense d'à peu près 380 pages, et si on parlait du bon vieux temps? Allison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires dont elle a eu 2 enfants, jusque-là tout va bien. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent, elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. C'est toujours ma hantise ces retrouvailles, voilà, bref. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Ouais, ok, d'accord, ouais, on change carrément de genre là. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier? Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leur année de fac. Ok. Et certains sont prêts à tuer pour que ces souvenirs restent des secrets bien gardés. Ah bah dis donc, ça promet, le groupe d'amis est au top, moi je vous le dis. Bref, je trouve ça assez intriguant comme pitch et du coup j'ai hâte de savoir qui de l'un ou de l'autre en fait ment. Parce que potentiellement il y en a forcément un des deux qui ment. Donc voilà, dans un cas ou dans l'autre ça va pas être la joie, hein. Mais bon, bref. Ensuite, toujours le 2 juin, est sorti Vers le vrai d'Anne Loyer, sorti chez Slalom. Anne Loyer, c'est une autrice que j'ai déjà lue, notamment avec Easy Nobody, qui était sorti chez Girlstream et que j'avais vraiment beaucoup aimé. On repart sur un roman ado de 256 pages, une ode à la tolérance et à l'amour sous toutes ses formes. On aime ça. Depuis toujours, la vie sourit à Paul, grand, beau, intelligent, il réussit tout ce qu'il entreprend, y compris sa relation avec Estelle. Ok. Je sais pas si vous avez vu, tous les débuts de pitch sont, voilà, c'est la belle vie, tout va bien, et après on sent que ça va dérailler. Petit dernier d'une famille de 4 enfants bourgeoises et conservatrices, son avenir est tout tracé. Alors son monde s'effondre le jour où il réalise qu'il aime un garçon. Ah ouais. Dévasté, il est dirigé vers une thérapie de conversion, mon Dieu l'horreur, soutenue par ses proches qui veulent le voir reprendre le droit chemin. Là encore, je remets des guillemets même s'ils en ont pas mis. Talia est une passionnée qui enchaîne les relations, éprise de liberté jusqu'à sa rencontre avec Loïs. Elle vibre d'amour et de désir pour cette fille, au point de révéler ses sentiments au grand jour, et de se retrouver à la rue, humiliée, rejetée par ses parents. Ok. À 18 ans, Paul et Talia sont à un tournant de leur vie, mais où chercher la vérité qui leur permettra enfin de s'épanouir? Un panorama poignant, des préjugés qui persistent encore dans notre société et un beau message d'espoir. Moi j'ai dit ce genre de titre, chacun devrait le lire au moins une fois, ado ou pas ado, je veux dire ça peut jamais faire de mal, donc voilà. Et c'est vrai que c'est des situations qui, quand on n'est pas concerné, nous paraissent totalement aberrantes à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, dont on doit bien se rendre compte que elles existent toujours ces situations et qu'il y a encore du chemin à faire, donc
Donc voilà, faut pas oublier. Prochain titre, du coup on continue dans le ado jeunesse. On va pouvoir découvrir, d'ailleurs vous allez pouvoir déjà découvrir puisque c'était sorti le 2 juin et qu'on est déjà le 7 ou je ne sais plus combien. Bref, Hollywood Monster est sorti chez Gulfstream, un titre écrit par Estelle Faye et Fabien Legeron et illustré par Patrick Conan. Donc c'est un roman fantastique, thriller, pour les plus de 13 ans, d'un peu plus de 200 pages, 20 et quelques pages. Bref, on est sur quelque chose entre thriller fantastique et cinéma d'horreur qui se mêlent dans les studios hollywoodiens des années 1930. L'angoisse et l'horreur planent sur la cité des anges. Au cœur des studios d'Hollywood, le tournage du Nécromant est frappé par une cruelle malédiction qui transforme tous ceux qui y travaillent en zombies. J'adore. Doris Chamberlain, la jeune star du film, et Malachi, je sais pas, un modeste accessoiriste, vont former un improbable duo pour percer ce mystère. Tous deux soupçonnent en effet la plus grande vedette du cinéma d'épouvante d'être derrière cette sombre calamité, l'énigmatique Féodor Varatio. Se pourrait-il que les abominations qu'il joue sur grand écran aient pris vie dans la réalité ? Suspense. Bref, vous savez mon amour pour les titres de Gulfstream, je ne vais pas le répéter genre à chaque fois, mais j'aime beaucoup. Estelle Faye, je connais les titres, enfin je connais de nom parce qu'il y a tellement de titres qui sortent de cette autrice que évidemment on ne pouvait pas passer à côté, mais je n'en ai jamais lu. Mais je fais confiance à Gulfstream et la thématique a l'air vraiment trop cool, donc voilà, c'est des petits romans ados, voilà, autour de 200 pages qui se lisent mais tellement bien, donc je fais 100% confiance, je sens que c'est un très bon. Alors oui, un autre titre, alors on change de date enfin, ça sort le 7 aujourd'hui, le 7 juin, enfin pour moi aujourd'hui, le jour où je tourne, donc chez Plume Blanche. C'est un titre du coup qui a fait vraiment parler de lui déjà en avance. Il s'agit du tome 1 de la saga Ruine, intitulé Chasse à l'homme, d'Angel Arekin. Alors là, au niveau, voilà, je ne sais pas, Angel, aucune idée. Donc c'est sorti chez Plume Blanche dans la collection Plume Noire, attention. On est sur un diptyque, donc il y aura deux tomes, pour un public averti, warning, dans l'univers du porteur de mort. Alors, c'est un autre titre du coup qui est... Enfin, d'ailleurs, je me demande si c'est pas une autre saga. Je sais plus, à vérifier. Mais bref, c'est un titre qui est déjà sorti chez Gulfstream. Donc si vous l'avez lu, peut-être que c'est mieux, je sais pas trop. En tout cas, c'est dans le même univers. Il fait 324 pages. Bref, je vous lis le résumé. La légende parle de Ruine, une épée d'une puissance incroyable qui ne pourrait être dénichée que par la réincarnation de son détenteur. Ok. Si les royaumes de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention, la dangereuse reine de Cairn décide de provoquer le destin en envoyant son haut-cerf sur les terres de son ennemi, quitte à causer sang et chaos sur son passage afin de lui ramener l'enfant, l'élu qui saura brandir l'épée. Ah ah. La couverture est juste genre magnifique, mais bon. Voilà, en tout cas, Plume Blanche, comment vous dire, voilà, je veux dire, ils ont sorti Alunia, voilà, non mais, il n'y a rien à rajouter, Ensuite, le 8 juin sortira chez Milan le contrat Dorian Gray de Mélanie Decostet et Vincent Rocher, donc à l'illustration, à partir de 14 ans, donc on est plutôt sur un roman ado. On va parler amour, anticipation, jeunesse et société totalitaire. Moi je dis mélanger tous ces ingrédients et on obtient normalement un chouette roman. Morane a 17 ans et elle vit dans un monde où à 20 ans, on est incité à signer le contrat Dorian Gray et à ne plus vieillir jusqu'à ses 70 ans. Non mais, on vous fait vivre 50 ans à l'âge de 20 ans. Oui, bon, ça se tente. Dans cette société totalitaire, on vit donc jeune jusqu'à 70 ans, pour ensuite, attention, vieillir d'un seul coup et mourir en quelques minutes. Tous et toutes au même âge, du coup. Oui, voilà. La mort est ainsi devenue pour beaucoup insupportable puisqu'elle vous fauche en pleine santé. Morane habite seule avec son père qui semble avoir presque le même âge qu'elle, mais ce n'est qu'une apparence physique. C'est en réalité un homme d'âge mûr, sensé et expérimenté qui se comporte en père et la protège d'un lourd secret. Pour échapper à leur ennemi, ils vivent dans une maison isolée au bord de la mer. D'accord, donc ils ont des ennemis. Bon, soit.
Un soir, Emrys, une jeune fille mystérieuse sortie de nulle part, se tient devant leur porte, trempée, épuisée. Le père se méfie tout de suite. Moran cède à la tentation d'avoir enfin une amie. Et puis tout s'enchaîne. La maison est attaquée 2 fois. À la première attaque, Emrys est gravement blessé. À la seconde, le père de Moran disparaît. Les 2 adolescentes vont se lancer à sa recherche dans ce monde devenu fou et trouver en chemin des amis, des ennemis, une revenante, l'amour et la trahison. Pouah, et franchement, comment dire, ça a l'air trop cool. J'adore du coup l'histoire, au-delà du roman hein, du coup de Oscar Wilde, mais j'adore l'histoire du portrait de Dorian Gray. C'est vraiment, je trouve, une histoire de fou, vraiment de fou. J'adore vraiment le concept. D'avoir cette influence en tout cas dans ce roman, moi me fait dire que voilà, j'ai très envie de le lire. D'ailleurs, en parlant de romans qu'on a tous envie de lire, et c'est évident, alors je n'ai pas craqué, mais c'est pas dit que je le fasse pas. Bref, le 8 juin sortira chez Big Bang, je sens que vous savez de quoi je vais parler, le titre Vespertine de Margaret Rogerson, donc l'autrice qui a écrit Sorcery of Songs et Enchantment of Ravens, je crois que c'est ça. J'ai lu ni l'un ni l'autre, on va être clair tout de suite, mais Sorcery of Songs est dans ma palle quelque part, derrière. Bref, et il paraît que c'est génialissime. On m'a dit que j'allais avoir un coup de cœur, donc je me dis ok. Les morts de la Loraï ne reposent pas en paix. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, ils se relèvent sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Ouais, ok, d'accord. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Ok, on a une héroïne du coup qui a l'air hyper mystérieuse. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer, mais le mal se répand sur la Loraï et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Ouais, non, mais franchement, j'aime bien. Alors, le coup de réveiller l'esprit, ça me fait penser un peu au premier tome de Dave Abad, La Cité de Laiton. Il y a une petite vibe comme ça, alors sans le côté bien sûr fantaisie orientale, mais à part ça, il y a une petite vibe comme ça, et j'ai tellement aimé le premier tome que voilà. Bref, on verra, mais en tout cas, c'est wishlist direct. Le 8, toujours, je vous propose de découvrir The Dead and the Dark de Courtney Gould aux éditions Phoebs. Alors, c'est une maison d'édition que je connais pas très bien, je vous avoue, mais je trouve que le titre a l'air hyper intéressant et la couverture est genre hallucinante. Un roman fascinant qui nous parle des choses tapies dans les coins sombres, des secrets qu'on ne peut garder enfouis éternellement et des refuges inattendus que la vie peut nous offrir. Il se passe des choses étranges et terribles à Snakebite, dans l'Oregon. Ok. J'espère que je l'ai bien dit. Des adolescents disparaissent et tous les soupçons se portent sur les chasseurs de fantômes les plus populaires de l'écran qui viennent de débarquer en ville. Leur fille Logan comprend vite que si elle veut les innocenter, elle va devoir mener l'enquête de son côté, car depuis leur arrivée à Snakebite, ses pairs semblent multiplier les secrets. De son côté, Ashley, la petite amie du premier garçon à avoir disparu, croit sentir son fantôme la suivre et comprend que la mystérieuse Logan est peut-être la seule qui puisse l'aider à obtenir des réponses. Unissant leurs forces pour tenter de découvrir quels êtres hantent Snakebite, les 2 adolescentes découvrent au fil de leur enquête des vérités sur la ville, sur leur propre famille et sur elles-mêmes, auxquelles ni l'une ni l'autre n'étaient préparées. Tandis que le danger s'intensifie, ce qui naît entre elles pourrait bien être une lumière au milieu des ténèbres. Ok, est-ce qu'on part sur une romance FF ? Ça a l'air, enfin en tout cas je sais pas ce que vous en dites du résumé, mais ça laisse sous-entendre qu'il y a une petite romance, quelque chose entre elles. Mais je trouve ça toujours étonnant parce que, je veux dire, que ce soit une meuf, un mec, enfin peu importe, hein, là clairement, et ce serait une fille, un garçon, ce serait pareil. Mais je veux dire, si l'une d'entre elles était la petite amie d'un gars qui a disparu, est-ce que
Tu peux retomber comme ça in love de quelqu'un d'autre direct en cherchant du coup ton mec? C'est bizarre, non? Bon, bref. Mais en tout cas, à part ça, je trouve que voilà, cette histoire de fantômes et tout, de disparition, j'adore les vibes. Donc voilà, je suis très intriguée par ce titre. Et vraiment, la couverture m'a tapé dans l'œil à fond. Toujours le 8 aussi, vous pouvez découvrir Instructions for Dancing de Nicolas Young aux éditions Bayard. C'est conseillé à partir de 12 ans. Et là, on est sur une petite romance. Donc... voilà, romance, danse, tout ça, moi j'adore. La nouvelle romance magique de l'autrice de Everything Everything and non, et The Sun is also a star. Ouah, c'est trop d'anglais là. Depuis que son père a trompé sa mère. Ok, j'adore, ça commence très très bien. Evie est sûre d'une chose, les histoires d'amour ne durent jamais. Bah oui, tu m'étonnes, enfin en même temps, bon, on la comprend quoi. Et elle a de bonnes raisons de le croire. Dès qu'elle voit un couple s'embrasser, Evie a une étrange vision et devient le témoin invisible de son histoire, de la rencontre vibrante à la rupture fracassante. Ok. Lorsqu'elle se rend au studio de danse La Brea, elle fait la connaissance de X, genre la lettre X. Ok. Un jeune homme aussi agaçant qu'il est beau et fascinant, mais lorsqu'il se retrouve partenaire pour un concours de danse de salon, Evie en vient à se demander si l'amour ne mériterait finalement pas qu'on prenne tous les risques. Non, c'est si beau, j'adore. Enfin, voilà, il y a ce petit côté magie aussi qui peut être assez sympa, franchement. Il a l'air pas mal, hein. Ouais, il a l'air pas mal. Alors, un titre un peu what the fuck, j'ai pas tout compris, je vous avoue, mais je trouvais ça intriguant. Toujours chez Nathan. Alors toujours, non pas toujours, c'est juste de retour chez Nathan, parce que je pense que je vous en ai présenté quelques-uns. Le 9 juin, vous pourrez découvrir Blackout à New York. Donc c'est un collectif d'auteurs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc sorti chez Nathan. On est sur un roman ado, conseillé voilà, à partir de 13 ans, de 336 pages. Quand la lumière s'éteint, les cœurs s'allument. Bon oui, c'est un chouïa gnangnan, mais pourquoi pas, je dis pourquoi pas. Attendez. Je vous lis le pitch. Un été caniculaire à New York, et voilà qu'une gigantesque panne d'électricité plonge toute la ville dans le noir. Mais tandis que la confusion règne, c'est un autre genre d'étincelle qui vient illuminer l'obscurité. Des inconnus que le hasard réunit, des amis de longue date, des ex forcés de cohabiter. Dans le noir, plus la peine de tricher, chacun peut révéler sa vérité, ses sentiments. L'amour s'expose, l'amitié se transforme. Tammy, Gigi, Nella, Lana, Kayla, Seymour, de Manhattan à Brooklyn, les pas de ces adolescents noirs se croisent, s'éloignent et se rejoignent dans la ville bloquée, brillant comme autant de flammes. Ok. Un roman choral qui réunit 6 autrices prestigieuses. Donielle Clayton, donc, qui a écrit The Bells, Tiffany D. Jackson, qui a écrit Grown, pardon, Nick Stone, qui a écrit Dear Martin, Angie Thomas qui a écrit The Hate You Give, bien sûr, Ashley Wood Folk, La beauté qui reste, et Nicolas Young, Le soleil est aussi une star. Voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure, voire juste avant. Donc tout va bien. Voilà, donc 6 autrices prestigieuses, et on parle d'adolescents, du coup lors d'une panne d'électricité à New York. Ça peut être assez sympathique, et puis bah c'est des autrices, enfin voilà, qu'on connaît quand même assez bien, en tout cas de nom, et puis c'est des titres qui parlent aussi. On change de genre, mais toujours le même jour, vous pourrez découvrir La fabuleuse librairie de Libby Queen de Freya Kennedy aux éditions Prisma. Et si ouvrir une librairie n'était pas un rêve irréalisable? Ah, là ça commence à m'intéresser. Une comédie romantique fondante pour apprendre à faire vivre ses rêves. Si vous pouvez en rêver, vous pouvez en faire une réalité. Libby Queen en a assez d'être raisonnable. Après avoir passé des années à se démener pour rien dans une boîte de relations publiques irlandaise, on est en Irlande, j'adore, bref, elle se retrouve licenciée. Pouf, gratos, ok, sympa. Libby décide alors de consacrer toutes ses économies à la réalisation de son rêve, rénover une boutique délabrée pour ouvrir une librairie. Elle espère que l'ouverture de Once Upon a Book, blague, sur Ivy Lane sera le parfait hommage à son grand-père bien-aimé qui lui a inculqué l'amour de la lecture et des livres dès son plus jeune âge. Mais alors que sa vie amoureuse et ses amitiés deviennent encore plus compliquées, Libby aura-t-elle le courage de poursuivre ses rêves, ou bien ses rêves lui ont-ils échappé? La parfaite comédie romantique irlandaise. Non mais, enfin, bon, au bout d'un moment, je veux dire, soit ils nous connaissent trop bien, soit je sais pas, mais vous tapez comédie romantique, librairie,
et Irlande, bah voilà, il y a mon nom décrit dessus en fait, clairement. Donc bah que vous dire de plus. Alors, continuons un petit peu dans les comédies romantiques et tout. J'ai repéré un autre titre, alors cette fois, toujours chez Prisma, mais complètement un autre jour, puisque ça sort le 16 juin cette fois, Le Café du Cœur de Catherine Robertson, une Kiwi Girl à Londres ou comment donner une deuxième chance à la vie. Personne ne connaît mieux les happy end que la romancière Darrell Kincaid qui a écrit déjà 8 romances. Ok, mais après la mort inattendue de son mari, oui, il y a toujours un petit comme ça, qui te prend comme ça derrière la tête, bref, oui, je suis pas bien installée, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Darrell comprend soudain que ce n'est pas la fin qui compte, mais ce qui vient après. Et si elle ne réagit pas, elle n'aura qu'une triste vie fantomatique, privée de sa propre happy end. Alors Darrell décide de laisser derrière elle la Nouvelle-Zélande et de commencer une nouvelle vie aussi loin que possible, loin des rappels constants de son bonheur perdu. Elle atterrit à Londres et devient une habituée du petit café italien d'en bas, tout comme 3 personnes à qui elle donne en secret des surnoms. Il y a l'intimidant Big Man, la Miss Flocon New Age et le beau Monsieur Parfait, chic et coincé. Darrell se retrouve également projetée dans la famille romaine de son propriétaire, le magnat de l'immobilier Patrick King, et en particulier de son cousin Ansello qui rénove la maison qu'elle loue. Mais c'est lorsqu'elle rencontre Marcus, le frère de Monsieur Parfait, tout aussi beau mais détendu, que la nouvelle vie de Darrell devient très compliquée. Ouais, ça a l'air trop mignon. Ça a l'air trop mignon et en même temps, voilà, on part sur un début d'histoire pas tout à fait simple, mais pourquoi pas. Et je me dis des petites comédies romantiques comme ça pour l'été, franchement, ça pourrait être top. Alors, autre titre, rien à voir, mais toujours le 16 juin. C'est, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, d'ores et déjà pardon, Wrangelston. Un truc comme ça. Ici s'achève la lutte de Darren Charlton aux éditions Nathan. Je vous ai dit qu'on allait parler beaucoup de Nathan. On est toujours sur un roman fantastique, conseillé à partir de 13 ans, qui fait 336 pages. Winter is coming, c'est comme ça qu'il commence le résumé, j'adore. La petite référence, du coup, j'espère que vous l'avez. Au cœur du parc national de Wrangelston, une petite communauté survit sur les îles au milieu du lac. Dans un monde envahi de morts vivants, mais c'est le thème au mois de juin, elle lui est protégée par l'eau, sauf en hiver, car quand le lac gèle, il faut redoubler de vigilance. C'est dans cet univers sauvage et plein de dangers que Peter et Cooper, 15 ans, vivent leur première histoire d'amour, jusqu'à ce que Peter commette une erreur mortelle et soit envoyé sur le rivage pour s'endurcir. Mais ce qu'il y découvre remet en question tout ce qu'il pensait savoir sur leur communauté. Oh, ok. Je trouve ça ultra intriguant. Je sais pas pourquoi, la thématique, la couverture, tout ça, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je veux savoir c'est quoi les secrets, c'est quoi? Bref. Alors un titre du coup qui a l'air mais tellement bien. J'ai rencontré l'auteur aux Imaginales, je l'avais déjà vu passer 1 milliard de fois puisque cette maison d'édition, franchement, je les aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, j'aime beaucoup aussi leur équipe qui a l'air trop cool. C'est Journal intime d'un dieu omniscient d'Adrien Mangold, donc qui sort aux éditions de l'Homme sans nom, donc HSN, le 17 juin. Alors, le résumé disait destiné à être retouché avant parution. Ok. Le dieu omniscient en question a fait de moi son prête-plume. Ça c'est le résumé qui vous le dit. Tout est calme sur sa planète, aussi a-t-il décidé d'utiliser son temps libre pour vous la faire découvrir à ses côtés. Ayez pour lui une certaine indulgence. C'est un dieu certes, mais il n'aurait nul besoin de mon aide s'il était sans faille. En cela nourrit-il une certaine lucidité. Pour cette raison, et parce qu'il ne me laisse guère plus de latitude pour écrire au dos de son journal, je le laisserai se présenter selon ses propres mots. Bienvenue sur Astria. Et il nous l'a tellement bien vendu lors des Imaginales avec Aurélia du compte Amita Books, d'ailleurs qui, je crois, a craqué pour ce titre. Franchement, ça donne trop envie, il a l'air tellement bien. Voilà, je vous le conseille à 1000%, je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, ça viendra. Ensuite, le 22 juin, alors sort un titre qui me fait mais diablement envie. Par contre, j'ai appris que potentiellement il faudrait lire une autre saga avant. Il s'agit du tome 1 de The Harbinger, donc La Foudre et la Fureur de Jennifer L. Armentrout, donc aux éditions J'ai lu. On est sur une romance young adulte de 544 pages et potentiellement, si j'ai bien compris, c'est
spin-off ou quelque chose comme ça de l'univers, alors de sa saga, je crois que c'est Dark Elements, si je dis pas de bêtises. Voilà, à vérifier, mais je crois qu'il y a une saga à lire avant. Donc ça m'ennuie un peu parce que le résumé me faisait trop de l'œil. Et que bah voilà, si vous me tapez une... Enfin ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, si vous avez lu Dark Elements et les écrits de Jennifer L. Armentrout, bah voilà, vous pourrez enchaîner et franchement ça a l'air trop bien. À seulement 18 ans, Trinity risque de devenir aveugle. Bon, j'ai pas dit que c'était bien tout de suite, mais vous comprendrez. Toutefois, elle peut percevoir et communiquer avec les esprits et les fantômes, un don unique qui lui fait courir un si grand danger qu'elle vit cachée depuis des années dans un lieu isolé, au cœur des montagnes de Virginie occidentale, protégée par des gardiens, sorte de métamorphes. Car si les démons découvraient son pouvoir, ils la dévoreraient littéralement. Ok. Un jour, un clan de gardiens tout droit venu de Washington DC fait irruption et annonce une nouvelle terrifiante. Une chose s'en prend aux gardiens et aux démons. Des propos troublants qui font voler en éclats l'univers de Trinity, dont la protection doit être plus que jamais renforcée. Parmi les gardiens en visite se trouve Zane, aussi séduisant qu'énigmatique. Bref, tous deux vont devoir allier leurs forces et affronter les êtres démoniaques qui les traquent, car une guerre est sur le point d'éclater. Oh, ça a l'air trop bien, 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 ça a l'air trop bien. Qui a lu Dark Element? Dites-le moi en commentaire. Si cette saga, enfin en tout cas si la saga qu'il faut lire avant, donc cette nouvelle The Harbinger là, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si ça vaut le coup, si c'est bien, parce que sinon, voilà, est-ce qu'on peut passer directement à celui-là? Moi je dis pourquoi pas, hein, franchement. Alors, en parlant de titres qui me font trop envie. Alors, je l'ai repéré depuis super longtemps parce que sa sortie en fait a été repoussée chez cette maison d'édition, mais 1 milliard de fois, puisque mes libraires m'en avaient parlé déjà, mais il y a tellement longtemps, et je m'étais renseignée. Et du coup, il avait l'air super bien. Alors, j'arrête de teaser. Le 30 juin sort chez De Saxus le premier tome des Loups Dorés de Roshani Chokshi. Voilà. Alors, bon, déjà pareil, il y a des mots-clés. Tu te dis, bon bah, il y a mon nom dessus, quoi, clairement. Paris, 1889. Exposition universelle, les gars. Tous les regards sont tournés vers la ville lumière où va se tenir l'exposition universelle. Cachée parmi les merveilles technologiques et les créations artistiques exposées, se trouve un objet d'une puissance inimaginable qui pourrait changer le cours de l'histoire. Voilà. Faut-il que je continue? Je ne sais pas. Contraint de récupérer l'artefact par le mystérieux ordre de Babel, le chasseur de trésors Séverin Montagnier-Alary se voit promettre une récompense qu'il n'aurait jamais imaginée, récupérer son héritage. Pour réussir son coup, il va s'entourer d'un groupe atypique, un historien, une brillante ingénieure, jusque-là ça va, un rival aristocrate, un faussaire de génie et une danseuse espionne. Ensemble, ils vont explorer le cœur sombre et scintillant de Paris où le danger les attend. Séverin va se retrouver tiraillé entre son désir de vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort et la peur de perdre ses proches, dont la femme qu'il aime, alors qu'il les entraîne dans une quête extrêmement périlleuse. J'espère qu'il est bien, mais il me tente tellement, mais tellement. Franchement, je l'aurai là, je le lirai tout de suite. Bref. On enchaîne avec les suites, puisque du coup, il y a quelques suites, dont il faut que je vous parle, donc je ne vais pas perdre de temps. Le 1er juin sort le tome 2 des Dieux Silencieux de Justine Cole aux éditions Brajlon. Ça s'appelle Le Maître Artificier, voilà, oh là là, j'avais perdu. Et du coup, ça fait suite au Maître des Chagrins, ou un truc comme ça. Bref, quand vous voyez la couve, je suis sûre que vous la reconnaîtrez direct. Et on en reparlera dans cette vidéo évidemment. Ensuite le 1er juin toujours sort le tome 3 et le tome 4 des Chroniques des Roquesby de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Vous savez que c'est la maman de la chronique des Bridgerton, donc voilà. Ensuite un titre qu'on a vu déjà passer partout. Et bien le 2 juin toujours, est sorti le tome 2 d'Hadès et Perséphone, donc Touch of Rune, de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman. Alors attention,
soyez prévenus si vous allez dans cette lecture, c'est pour un public averti a priori hein, quand même. Il y a des scènes clairement explicites, donc voilà. Soyez prévenus si vous y allez. Ensuite, le 3 juin sortait chez Monsieur Toussaint l'ouverture le tome 5 de Blackwater. Donc on continue hein, du coup la saga qui sort en mode série, épisode, enfin bref, tous les 15 jours, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Donc c'est le tome 5 qui s'intitule La Fortune, c'est de Michael McDowell et il paraît que c'est génialissime. J'ai le premier tome dans ma palle que j'ai pas commencé du tout, mais voilà, je fais confiance à ceux qui sont en train de dévorer cette saga. Ça a l'air vraiment super. Le tome 2 d'un titre que j'avais repéré, je vous l'avais présenté dans des sorties livresques, c'est évident, mais j'en ai pas vraiment entendu parler après, donc je sais pas trop ce que ça a donné le premier tome, mais il me fait quand même super envie. Donc le 16 juin cette fois, un petit peu de marge, sortira donc le tome 2 de l'Infinity Cycle, donc Fils du Néant d'Adam Silvera chez la collection R. Ça fait suite à Fils de l'Infini, quelque chose comme ça. Enfin voilà, on a repris un peu la même couve, donc vous le reconnaîtrez, c'est évident, et qui avait l'air vraiment super. Ensuite, toujours le 16 juin, sortira la charmante librairie des amours lointaines, qui est le tome 3 de la saga hein, de la librairie des Jenny Colgan, donc qui sortent chez Prisma. Également le même jour sortira le tome 3 L'Empire de la Mort, donc de la saga Néo de Michel Bussy chez PKJ. Le 17 juin vous pourrez retrouver donc le tome, je sais plus combien, tome 5 ou 6, je ne sais plus, donc Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery, donc chez Monsieur Toussaint l'ouverture. On est toujours sur Anne de Green Gables là, voilà, et la suite. On en a un paquet hein, qui va sortir, donc voilà, ils sont toujours aussi magnifiques, d'un tome à l'autre tu te dis ils vont pas pouvoir faire mieux ou aussi bien, et s'ils y arrivent c'est à chaque fois superbe, donc accrochez-vous parce qu'on va tous avoir un compte chez Monsieur Toussaint l'ouverture à force. Le même jour sortira également le tome 5 L'Empire des Tempêtes, donc de la saga Kéléana de Sarah J. Maas chez La Martinière Jeunesse. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, j'ai toujours pas lu. Voilà, voilà. En parlant de saga dont tout le monde parle et que je n'ai absolument pas lu, sortira, je dis bien sortira normalement. Attention, on n'est jamais à l'abri de surprise. Le 23 juin, le tome 3 de Nevernight, L'Aube Obscure de J. Christophe aux éditions de Saxus. Alors, cette saga, on en entend parler en large et en travers. Je l'ai pas lu. Pas du tout. Et puis, je compte pas y aller tout de suite parce que, je sais pas. Je sais pas. Mais non, pas tout de suite. J'ai trop de Saxus dans ma pile à lire. Peut-être qu'un jour j'irai. Mais quand j'aurai écumé voilà, tout cela, c'est pas l'un de ceux qui me tente le plus. Même si J. Christophe, franchement, voilà, en écrivant bien sûr avec Amy Kaufman la saga Aurora Squad. Bon, bah voilà quoi. Mais non, pas tout de suite. Mais je sais qu'il y a des fans parmi ceux qui regardent, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre. Ensuite, le 27 juin, normalement sortira chez Bookmark dans la collection Infinity Urban Fantasy, le tome 3 de la saga Alicia Smith, donc Se jeter dans la gueule du loup de Julie Sorel. C'est un titre qui parle sorcellerie et vampire, sorcière et vampire, je crois que c'est ça. Bref, que j'ai repéré vraiment, que j'ai mis dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Mais voilà, c'est pour dire que ça avance. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas le dernier. Donc potentiellement une saga complète, donc à découvrir peut-être. Et puis le 29 juin, j'ai repéré le deuxième tome de la série Happily Never After. Donc c'est le tome 2 qui s'intitule Gaston, puisque le premier concernait le personnage Vanessa, de Laurie Langdon aux éditions Hachette. Donc là je vous dis Gaston, on est sur le personnage de La Belle et la Bête, donc le méchant, puisque cette série va parler de méchants et va notamment nous proposer une version de leur histoire avant en fait, avant le moment où ils apparaissent dans les Disney. Donc concrètement, on va voir la jeunesse de Gaston et son histoire avant du coup que nous on le rencontre dans La Belle et la Bête, et que voilà. Je vous ferai pas le résumé parce que voilà, c'est un tome 2 de série et que je suis pas censée vous parler du résumé, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment parce que, alors Vanessa c'est donc le personnage Ursula, hein, c'est la sorcière dans La Petite Sirène. C'est un personnage, voilà, pourquoi pas, découvrir son histoire, franchement, pourquoi pas. Mais Gaston,
alors c'est vraiment le personnage hyper... comment dire, hyper noir pour moi, hyper noir d'un côté parce que il est dans La Belle et la Bête, je sais pas si vous voyez, alors je digresse un peu, pardon, je fais juste une petite parenthèse mais je trouve ça important. Gaston dans La Belle et la Bête, c'est franchement au début le personnage, voilà, un peu lourdeau, bellâtre du coup, voilà, mais genre presque ridicule dans un sens, il est vraiment, son comportement est naze, il est bête, enfin il paraît bête, voilà, c'est un personnage ridicule pour moi. Sauf que je trouve que vraiment, il y a des choses qui sont abordées avec ce personnage qui sont véritablement problématiques. On parle quand même comment dire, d'un pervers, on parle du coup d'un agresseur, parce que si on replace bien quand même l'histoire de La Belle et la Bête, hein, les détails, à un moment il essaye véritablement de la coincer quand même, façon de parler, hein, mais donc voilà, et puis notamment c'est quand même un criminel, enfin un tueur même, puisqu'il tente d'assassiner la bête. Je veux dire, ça va loin quoi, dans la noirceur de ce personnage, on est vraiment, pour moi en tout cas, un vrai méchant flippant. Vraiment il y a une sorte de folie dans ses yeux à un moment, il y a quelques images du Disney moi qui me sont restées vraiment en tête, qui m'ont marqué. Ce personnage est fou et vraiment noir à l'intérieur, tu te rends compte qu'au début si ça peut paraître un peu voilà pour de la bêtise et tout, non, il est foncièrement mauvais et ça fait, enfin je trouve que ça fait peur et du coup je trouve ça d'un côté très intriguant d'aller chercher peut-être pas d'excuses, attention, mais une histoire qui explique, en tout cas voilà, qui explique le pourquoi du comment, les conséquences en fait plus tard. Je trouve ça hyper intéressant et en même temps je me dis ah mon dieu, mais comment je pourrais, enfin est-ce que je pourrais lire un livre où potentiellement je prendrais le risque de m'attacher à ce genre de personnage? Je ne sais pas. Donc voilà, je trouve que le concept est hyper intriguant et en même temps ça me fout un peu les boules d'y aller parce que j'aurais peur d'aimer ce personnage qui après pour moi est l'incarnation vraiment du méchant quoi, du mauvais. Enfin bref, même si on sait que tout n'est jamais noir ou blanc, mais là pour moi il est... mon dieu, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, ce Gaston dans La Belle et la Bête il me fait horreur. Enfin bref, je vous propose qu'on passe maintenant directement aux poches et j'en ai quelques-uns à vous présenter. 1, 2, 3, non plus que ça, je sais plus. Je vous parle du coup d'une sortie le 1er juin chez J'ai lu. Et là vous allez être content parce que c'était une telle bricasse en grand format que là je me dis c'est quand même bien plus accessible en poche. C'est le tome 1 de Crescent City, donc la maison de la terre et du sang de Sarah J. Maas. On est sur un fantastique, je sais pas du tout. Je l'ai pas lu, hein. Il est là, hein, comme les autres, mais je l'ai toujours pas lu. Qu'attend-elle ? Suspense, je ne sais pas. Bref, on suit Bryce, une jeune femme mi-fae, mi-humaine qui a une vie parfaite. Elle travaille le jour chez une marchande d'antiquités et d'artefacts magiques, plutôt cool, et profite des plaisirs qu'offre Crescent City la nuit. Jusque là ça va. Jusqu'au jour. J'adore parce que je vais résumer, je l'ai fait comme ça. Jusqu'au jour où un terrible meurtre ébranle les fondations même de la ville, faisant voler en éclats le monde de Bryce. 2 ans plus tard, son emploi n'a plus guère de sens à ses yeux et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les moins fréquentables. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Bryce se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange au passé trouble. Oh, j'adore. J'ai très peu lu de titres avec des anges, mais à chaque fois ça m'intrigue énormément. Bref, bah écoutez, si ça vous tente et que vous voulez qu'on se fasse une lecture commune, moi je dis carrément. Ensuite, le 1er juin toujours est sorti une version collector donc d'un poche chez Hauteville. Je l'ai vu d'ailleurs en vrai en librairie puisque bah voilà, on a passé le 1er juin depuis quelques jours déjà. Il s'agit de la plus cool des libraires qui s'appelait aussi Comment être aussi cool que Nina Hill en moyen format. Donc voilà, si vous reconnaissez pas le titre, ça, ils ont modifié le titre, je sais pas pourquoi. d'Abby Waxman. Donc Nina Hill est libraire. Trop cool. Elle a une culture générale incroyable, un agenda bien rempli et un chat nommé Phil. Ok.
Que désirer de plus? Moi je sais pas. Quand on lui rappelle qu'il n'y a pas que les livres dans la vie, elle hausse les épaules et se plonge dans un nouveau roman. J'adore, je sens qu'on s'entendrait bien. Quand Nina apprend la mort du père qu'elle n'a jamais connu, elle découvre par la même occasion l'existence d'innombrables frères et sœurs qui veulent à tout prix la rencontrer. Ok. Mais pour ce Bernard l'ermite à temps partiel, parler des inconnus, c'est le bout du monde, clairement. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Tom, avec lequel elle joue en ligne à des jeux de culture générale, s'avère incroyablement drôle et rêve de faire sa connaissance. Non mais la fille n'a tellement pas de chance. Nina hésite entre plusieurs options, changer de nom et d'apparence, s'exiler sur une île déserte ou se cacher dans un recoin de son appartement. Mais le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille? C'est trop mignon. Donc voilà, bah écoutez, moi je dis pourquoi pas, hein. On est voilà sur encore une petite romance bien sympathique, le monde du livre, moi je dis oui, et en plus, une fille qui a tendance à être légèrement solitaire, moi je dis carrément. Je vous avais dit qu'on en reparlerait en format poche, sort le 1er juin également. Le tome 1, cette fois des Dieux silencieux, il s'agit du Maître des chagrins de Justin Cole, chez Brajlon toujours. Alors, je vous fais rapidement le résumé. Donc vous connaissez déjà cette histoire, celle d'un orphelin élevé par un vieil homme sage, un garçon qui découvre qu'il possède des pouvoirs, ah ça nous rappelle légèrement quelque chose, et apprend à s'en servir pour protéger le monde d'un grand mal. Mais qu'arriverait-il si ce héros et ce mal ne formaient qu'un? Sauverait-il le monde ou le détruirait-il? Parmi les avatars de l'académie, Aneve de Bresse est une exception. Au contraire de ses camarades qui furent dérobés à leur famille dans la capitale lorsqu'ils n'étaient que des nourrissons, Aneve est née dans le village de Shanbalu, un truc comme ça. Ayant survécu à un sacrifice, il a été élevé par ceux-là même qui ont tué ses parents. Oui, ok. 17 ans plus tard, Aneve porte le fardeau d'une magie interdite. Pris en étau entre les idées déclinantes de son mentor et les maîtres de l'académie, il doit choisir entre un avenir prometteur et ses amis proches. Chacune de ses décisions le mène à un nouveau dilemme, jusqu'à ce qu'Aneve soit contraint de se lancer dans une quête qui lui est étrangère. Acceptera-t-il de s'engager sur une voie potentiellement dévastatrice? Suspense. Je sais pas si vous l'avez lu, je l'ai pas lu, et celui-ci je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, mais pas encore. Mais bon, bref. Franchement, ça a l'air bien cool quand même. Je trouve que ça a l'air bien cool. Alors, autre titre qui a l'air super cool aussi, alors je n'en avais pas du tout entendu parler avant, mais je connais le duo d'auteurs puisque c'est, je crois, un mari et sa femme et son mari, bref. Peu importe, et j'ai un titre dans ma palle 2. Il s'agit d'une première intégrale rassemblant les tomes 1 à 3 de la saga Dynastie d'Ilona Andrews, donc sortie chez J'ai lu, Entre les flammes, l'étincelle sous la glace, De feu et de braise, ça c'est les titres des 3 tomes. En bonus, la novella 3.5 inédite des noces flamboyantes. Mais savez-vous de quoi ça parle? Voilà, peut-être je vous fais un petit récap. Responsable d'une agence de détectives privée, Nevada Baylor s'apprête à affronter le challenge le plus ardu de sa carrière. Elle est missionnée par l'illustre famille d'Adam Pierce pour retrouver le pyrokinésiste et le ramener vivant. Dans sa quête, Nevada croise la route du redoutable Mad Rogan, un milliardaire qui possède de grands pouvoirs, lui aussi sur les traces d'Adam. Entre le désir de fuir et celui de s'abandonner aux mages ténébreux, le cœur de Nevada balance, les événements ne vont guère lui laisser le choix. D'abord, ennemis, Nevada et Matt vont devoir s'allier pour résoudre les mystères qui les réunissent. Voilà, écoutez, un petit résumé court mais efficace, et moi perso ça me donne super envie. On reste toujours le 1er juin, sort chez le livre de poche cette fois, Sous le parapluie d'Adélaïde de Romain Puertolas. Donc c'est un titre grand format que j'ai dans ma pile à lire, pour ne pas changer, que je n'ai pas lu évidemment. Les conditions optimales du meurtre étaient réunies, une foule et un spectacle, pour le dire de manière claire, alors que 2 grosses mains noires se posaient sur la gorge de Rose Rivière, tout le monde regardait ailleurs. Cool! Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M, on ne sait pas quel nom, Rose Rivière, une jeune femme des environs, est assassinée au beau milieu de la foule. Le comble est que sur les 500 personnes présentes, aucune n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Top. Sauf peut-être cet insolite témoin abrité sous le parapluie d'Adélaïde. Romain Puertolas est décidément un maître des coups de théâtre. Alors, c'est ce petit supplément qui m'avait fait acheter clairement le livre. Donc voilà, maître des coups de théâtre, de fausses pistes en rebondissement, tel un Sherlock Holmes, il poursuit une enquête littéraire qui vous mènera là où vous ne vous y attendiez pas.
Je demande qu'à être surprise avec ce titre, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, je sais pas, mais il me fait tellement envie. Donc si vous avez, voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas en poche, bah voilà quoi, c'est le moment de foncer dessus, évidemment. Alors en parlant d'enquête, de thriller, de polar, bref, il y a un titre qui m'a tapé dans l'œil et qui sort le 2, alors qui est sorti bien sûr le 2 juin. Il s'agit de Face Mort de Stéphane Marchand, sorti chez Pocket. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la paix? Le sous-lieutenant Georges Cabla, diplômé de Polytechnique, effectue un stage dans une base d'écoute de la DGSE. On va parler espionnage, j'adore. Sa mission? Dresser un logiciel de reconnaissance faciale particulièrement pointu et rétif, surnommé Face Mort ou Face Morte. Mais Face Mort, du coup tu mélanges l'anglais et le français, c'est bizarre. Face Mort. Soudain, ce dernier donne l'alerte sur une vidéo filmée en Libye, mais le téléphone sonne. On lui demande de cesser toute investigation. À des milliers de kilomètres de là, la capitaine Maxime Barelli, paria des forces spéciales, est chargée d'éliminer secrètement des djihadistes français. Cette mission la ronge et fait ressurgir un passé terrible, jusqu'au moment où elle découvre qu'une arme mortelle est sur le point d'entrer en action. Une arme aussi insaisissable que l'air et qui menace la France. Au secours. Voilà. On mêle du coup espionnage, technologie, du coup complot évidemment, géopolitique et France aussi, parce que c'est pas si souvent que ça, donc c'est à noter. Vraiment ça m'interpelle de fou, il me fait terriblement envie. J'ai pas du tout lu de critique, je sais pas du tout ce que les autres lecteurs ont pu en penser si jamais il a été lu en... Enfin si jamais il est sorti en grand format, mais... Mais j'ai tellement envie. On change un peu de bord, mais du coup c'est un jeunesse qui est dans mes piles à lire, qui me fait super envie, dont j'ai entendu mille et une critiques dithyrambiques. Il s'agit du tome 1 de Magic Charlie, intitulé L'apprenti d'Audrey Alouette, qui va sortir chez Folio Jeunesse, bien sûr le 9 juin. Baigné de prédictions, grimoire volant, serpillière enchantée et pilleur d'âme, bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens. C'est le cas de Charlie Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société, mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix, il lui faut devenir apprenti magicien. Audrey Alouette nous plonge dans une aventure de grande fantaisie à la croisée des univers de Terry Pratchett, J.K. Rowling et Miyazaki. Voilà, comment dire, ok. Ça donne, en tout cas les références donnent très envie. Alors concernant les suites version poche, je vous conseille le tome 2 des Entremondes, donc qui est une saga jeunesse, La clé des trésors oubliés de Sean Isley aux éditions PKJ Poche, qui sort le 9 juin. C'est facile à retenir, les deux sont de la même date. Et je vous ai spoilé un deuxième titre, La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan, qui sort aux éditions Pocket, cette fois toujours le même jour. Et puis on va passer au manga, qu'est-ce que vous en dites ? Concernant les nouveautés manga, je n'ai repéré qu'un seul titre, ça va aller assez vite. Je vous propose de découvrir le tome 1 de Colocataires à leur manière de Minatsuki et Futatsuya, qui va sortir chez Nobinobi le 1er juin. Auteur d'histoires policières, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. On adore. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez soi, ou de chez lui plutôt, et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur un chat errant qui déclenche un éclair d'inspiration pour le nouveau roman qu'il doit écrire. Il décide alors de l'adopter et de l'appeler Haru. C'est en observant son comportement énigmatique qu'il développe petit à petit l'intrigue de son histoire. Ces deux personnages attachants nous partagent le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue. Ça a l'air trop mignon. Je sais pas pourquoi hein, les histoires d'introvertis ou en tout cas de personnages solitaires avec un nouveau compagnon. Les chats en général sont très représentés, je trouve, dans les mangas ces derniers temps. Alors je sais pas si avant ils étaient moins mis en avant ou quoi, mais on voit passer beaucoup de chats. Bref, concernant les suites. Le 3 juin chez Kana, vous pourrez découvrir le tome 7
on est déjà au tome 7 de cette saga Love Fragrance de Kinsetsu Yamada. Pardon. Donc voilà, je vous avais parlé vraiment au début de ce manga quand il est sorti. Je trouvais ça assez intriguant. Je sais pas du tout ce qu'ils peuvent en faire sur cet tome, mais bon, on est sur une petite romance où le nez de l'entreprise du coup tombait sous le charme de l'odeur d'une femme du coup qui travaillait dans la même entreprise et qui avait une maladie qui fait qu'elle transpire énormément ou un truc comme ça. Bref, mais voilà, comme quoi l'amour n'a pas d'odeur. Ou si, peut-être que si, justement. Bref, en tout cas, ça ne les empêchait pas de tomber amoureux l'un de l'autre. Et après, je sais pas trop ce qui se passait. J'avais suivi, je crois que j'avais lu le premier tome sur le site de Kana. Il faisait une offre où on pouvait découvrir, voilà. Bref. Mais je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la suite. Enfin voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir le tome 7. Le 24 juin cette fois, chez Ototo, eh bien c'est la sortie du tome 3 de la saison 2 de La Petite Faiseuse de Rêves de Miyakazuki. Voilà, on en a déjà parlé un milliard de fois, je n'ai toujours pas avancé. Je crois que j'ai lu les 3 premiers tomes. Je crois que j'avais essayé de pousser un peu pour voir vraiment. Le tome 3 commençait à devenir intéressant, donc j'avais dit bon, potentiellement je continuerai un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, je sais pas. Pourtant, je connais plein de gens qui sont amoureux de cette série. Et normalement, vu les ingrédients, ça devrait être pareil pour moi. Et je sais pas. Ça m'a pas transcendé. Au bout d'un moment, il m'a manqué quelque chose. Donc, à voir ce que donnera en tout cas le tome 4. Et puis voilà, la saison 2. Il y a une saison 2. Non mais tout va bien. Bref, côté BD. Donc le premier tome, on va reparler d'Audrey Alouette, mais cette fois donc côté BD avec le tome 1 de ce diptyque, puisque c'est une duologie. Donc Le Jardin des Fées, le volume 1 qui s'intitule Bergère des Fées, d'Audrey Alouette et Nora Moretti, qui sort chez Dracou. Elles exaucent votre souhait, mais elles en meurent. Ok, l'accroche est plutôt sympa. Règle numéro 1, le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2, jamais il n'exigera de vœux, car chaque vœu tue la fée qui l'exauce. Ok. Règle numéro 3. Hello, darkness, my old friend. Non, règle numéro 3. Règle numéro 3, il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Règle numéro 4, pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin un jardin. Une enquête féerique à la croisée de Béatrix Potter, de l'affaire des fées de Cottingley et du jardin secret de F.H. Burnett. Moi je dis carrément, et en plus je l'ai vu en librairie et il est magnifique, donc n'hésitez pas, foncez. Un autre titre du coup que j'ai repéré cette fois chez Dupuis et qui est sorti le 3 juin, il s'agit du tome 1 d'Héliotrope, donc Les voleurs de magie de Johan Sfar et Benjamin Shaw. C'est un titre qui a l'air vraiment superbe et en plus, si vous connaissez un peu le travail de Johan Sfar, c'est l'auteur et illustrateur il me semble de Petit Vampire ou un truc comme ça. Petit Vampire il me semble que c'est ça. Et voilà, on reconnaît tout de suite sa patte. J'ai lu les premières pages et je me suis fendu la poire. Bref, elle a le nom d'une couleur, un bleu spécial. Comme la note bleue du blues, un jour d'école comme les autres, notre héroïne donc, voilà, nous invite dans son quotidien qui n'a pourtant rien de banal. Héritière d'une famille de cambrioleurs d'objets magiques, elle croque la vie à pleines dents. Ne s'embarrasse pas forcément des bonnes manières et surtout ne s'en laisse compter par personne. Pas même par son excentrique grand-mère. Aventurière et casse-cou sur les bords, elle va découvrir à ses dépens que la curiosité est un vilain défaut lorsqu'un hasard des circonstances l'affuble d'une jolie couleur bleu héliotrope. Bref, ça a l'air vraiment trop bien, j'adore. Et si vous accrochez en plus au graphisme, à mon avis c'est banco. Alors, autre BD, je commence à avoir plus de voix, autre BD que j'ai repéré qui sort également le 3 juin chez Dupuis. Il s'agit du tome 1 des Cœurs de Ferraille, Débris, Cyrano et moi de Mounira et Becca. Et franchement, il a l'air magnifique. Dans un monde rétro-futuriste où les humains vivent entourés de serviteurs robots, la jeune Icéa préfère se réfugier dans Cyrano de Bergerac, film conseillé par Tal, sa meilleure amie, qu'elle ne rencontre que par écran interposé. Mais le jour où Débris, sa robot nounou adorée renvoyée par sa mère, le fragile équilibre de l'adolescente s'effondre. Coûte que coûte, Icéa décide de retrouver la seule personne qui lui ait jamais donné de l'amour, fût-elle un robot.
je sais pas, cette phrase, moi, aurait tendance à me fendre le cœur en deux, mais bon, voilà. Accompagnée par un camarade d'école, Tilio, elle va partir vers l'étrange ville de Tulpa. Conte à la toile de fond étonnante et au propos qu'il est tout autant, ce premier tome des Cœurs de Ferraille explore avec intelligence et délicatesse le rapport mère-fille dans ce qu'il a d'inné ou de construit, mais aussi parfois de toxique. Becca et Munira, après leur collaboration sur les tuniques bleues, voilà, si vous ne connaissiez pas, offrent une nouvelle preuve de leur complémentarité. Le propos est toujours plus sensible, intelligent et surprenant. Le dessin de Munira encore plus esthétique grâce à l'ajout d'une pointe réaliste. Moi je dis on fonce, on fonce, on fonce. Un autre titre qui a l'air superbe aussi, hein, mais superbe. C'est Les Petits Monarques de Jonathan Cazes, sorti toujours chez Dupuis, toujours le 3 juin. Cela fait 50 ans que la maladie du soleil a annihilé presque toute vie mammifère sur la Terre. Ok. Et le monde retourne lentement à un état naturel. Les rares communautés humaines à avoir survécu se protègent sous terre et ne peuvent sortir que la nuit. Mais aujourd'hui, 2 humaines parviennent à vivre et à voyager librement à la lumière du jour. Elvie, 10 ans, et sa gardienne Flora, une biologiste qui a fait une incroyable découverte. À l'aide de quelques écailles issues des ailes de papillons monarques, Flora a créé un antidote à la maladie du soleil. Suivant la migration des monarques à travers ce qui fut la partie ouest des États-Unis, Elvie et Flora sont déterminées à développer un vaccin et à le partager avec tout le monde. Vont-elles y parvenir ou seront-elles victimes d'un désastre naturel, de la maladie ou des personnes même qu'elles cherchent à aider? Ah, ça je sens que je vais chialer ma mère si je lis ce titre. Bref, 2 salles, 2 ambiances. Il y a aussi la BD qui va sortir, je sens qu'elle va faire un carton. L'autre, le tome 1, Le Souffle de la Hyène, donc de Lilian et Pierre Bottero, sorti chez Glénat donc le 15 juin. Donc c'est une adaptation en BD du titre de Pierre Bottero, donc l'autre. Certaines forces nous dépassent. Un groupe d'explorateurs découvre un cube insolite au cœur d'un temple perdu dans la jungle amazonienne. Waouh, on part sur l'aventure là. Mais l'objet qui devait permettre de lever le voile sur une ancienne civilisation libère une fois ouvert une entité maléfique. L'autre. Parallèlement au Canada, Nathan, un adolescent aux capacités hors du commun, perd ses parents dans des circonstances tragiques et comprend alors qu'il fait partie d'une des 7 grandes familles qui depuis des millénaires régissent la vie humaine sur la Terre et ailleurs. Sacrée révélation quoi, et sacrée responsabilité aussi au passage. Au même moment en France, Shae est approchée par un vieil homme qui semble en savoir plus qu'elle sur sa propre existence. Suivant des instructions laissées par ses parents, Nathan rejoint la France et tombe sur Shae. Les 2 adolescents réalisent que leurs destins sont liés et qu'ils vont devoir œuvrer ensemble pour combattre des forces qui les dépassent. Après la série Elana, Mons, Martin et Lilian poursuivent leur collaboration en totale harmonie avec l'univers de Pierre Bottero. Dans ce nouveau cycle, les auteurs tels des Orfèvres travaillent leurs personnages de jeunes adultes avec finesse en mêlant aventure magique, destinée fantastique et relations complexes. Oh, on adore. Ça a l'air super sympa. Et alors, est-ce que c'est le dernier que je vous présente? Non, c'est pas le dernier. Non, j'ai repéré plusieurs titres BD ce mois-ci, mais on va essayer de faire assez rapide. Le 15 juin, cette fois, c'est le tome 1, enfin c'est la partie 1 de Céleste, bien sûr, Monsieur Proust, de Chloé Cruchaudet, sorti aux éditions Soleil, à l'occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust. Ce diptyque, donc on part que sur 2 titres, signé Chloé Cruchaudet, repose sur une structure en miroir et s'intéresse au lien qui unit Céleste Albaret et l'écrivain de génie. Grâce à de multiples sources, Chloé Cruchaudet tisse le portrait dévoué et passionné de Céleste Albaret, gouvernante et parfois secrétaire de Marcel Proust jusqu'à sa mort en 1922. Elle révèle leur lien, l'écrivain sous toutes ses aspérités, l'atmosphère d'une époque et les dessous de la construction d'une fiction. Monde réel et monde fantomatique s'entremêlent pour nourrir ce sublime diptyque. Il a l'air juste magnifique, on va pas se mentir. Même jour, mais cette fois chez Rue de Sèvres, vous pourrez découvrir le tome 1 de Pepper Page. Donc Pepper Page sauve l'univers. J'adore. Derrick Jones, donc à l'illustration, Landry Q. Walker, à l'écrit. Donc je vous ai dit, ça sort chez Rue de Sèvres. Je voulais le résumer. Pepper Page, une jeune orpheline de 15 ans, n'aspire qu'à une chose, s'évader de son quotidien en trouvant refuge dans les bandes dessinées de son héroïne favorite, Supernova.
Une expérience scientifique aux résultats inattendus menée par le professeur Killian, son enseignant en sciences, va la propulser dans la peau et dans l'univers de sa super-héroïne, Fétiche. Accompagnée de Mr. McKittens, un chat transporté malencontreusement avec elle dans cet univers fantastique, Pepper va être confrontée à la vie pleine d'action, d'aventure et de mystère d'une vraie héroïne, et comprendre par la même occasion que la réalité est parfois plus étrange que la fiction. Ça a l'air trop bien. J'adore franchement ce titre, je l'ai vu passer nulle part, mais il a l'air excellent. Enfin, je sais pas ce que vous en dites. Est-ce qu'il est déjà sorti? Est-ce que vous l'avez déjà lu, vu ailleurs? Enfin bref. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que franchement, ça a l'air trop cool. Alors, autre titre qui a l'air trop cool, La légende oubliée de Perceval, le tome 1 de Frédéric Brémaux, donc au scénario, et Federico Bertolucci au dessin, donc qui va sortir chez Glénat le 29 juin, donc c'est pas pour tout de suite. La jeunesse d'un héros. Perceval, moi j'adore Perceval. Alors Perceval et Perceval du coup de Kaamelott, donc la série d'Alexandre Astier évidemment. Grosse fan, grosse fan. Bref, nous connaissons tous la légende du roi Arthur, les exploits de ces vaillants chevaliers continuent de nourrir notre imaginaire collectif, pourtant avant de siéger à la table ronde, ils ont tous vécu la plus extraordinaire des aventures, l'enfance. Quelque part au sud de l'Angleterre, au temps des fées et des forêts denses, Perceval, un petit garçon, rêve d'aventure. Celui qui deviendra un des plus grands chevaliers mène une existence paisible loin de la vie de château. Élevé par une mère aimante, il grandit à l'abri des horreurs de la guerre, au cœur de ces bois verdoyants où la magie subsiste encore. Mais le jour où sa route croise celle d'un régiment venu de la grande ville, il va découvrir le secret qui entoure sa naissance et vouloir marcher dans les pas de son père. En suivant les péripéties de ce petit héros, nous entrons dans un monde fantastique où les fées voient doucement leur pouvoir s'éteindre au profit d'une nouvelle ère, celle des humains. Avec ce premier volume d'une saga consacrée au mythe de Perceval, Brémaux et Bertolucci renouent avec l'univers féerique que le duo avait commencé à développer dans Brindille. Brindille, si vous l'avez pas vu passer, c'est que vous étiez endormi, clairement. Après leur mythique série naturaliste Love et leur jubilatoire Vacances de Donald, les deux complices montrent encore toute l'étendue de leur talent pour sublimer un monde où la nature prend la place d'un personnage à part entière. On veut les suites! Et pour finir cette sélection des sorties livrets, je vous propose de passer donc aux suites de BD. J'ai repéré le tome 5 des Géants de Lilian Moby Dick, Lauriane Horaire et Paul Drouin, donc chez Glénat, le 1er juin. Donc les Géants, on en entend parler depuis un sacré moment. J'ai le tome 1 que j'ai pris, je crois, lors des 48 heures de la BD. Je ne l'ai pas encore découvert, mais ça a l'air plutôt sympathique, donc voilà. Un autre tome du coup que j'ai repéré, que j'avais vu, alors je ne l'ai pas lu non plus, mais il a l'air vraiment super cool. Le 8 juin sortira le tome 2 des Sortilèges de Zora de Judith Peignan et Ariane Delrieux aux éditions Glénat, hein, toujours, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est comme le tome 9 du Voyage extraordinaire. Je me dis qu'il faut absolument que je découvre, surtout que j'adore les auteurs illustrateurs, vraiment, j'adore leur travail, je suis grande fan. Donc Denis-Pierre Philippi et Silvio Calboni, donc aux éditions Glénat toujours. On est encore sur le 8 juin. Donc Le Voyage extraordinaire, c'est une magnifique bande dessinée. Elle va finir dans ma palle, c'est évident, mais on est déjà au tome 9, donc je vais me saigner les veines, quoi. Bref, une saga aussi que j'ai dans ma pile à lire cette fois, mais que... Si, j'ai lu le premier tome quand même, mais j'ai pas lu le deuxième. C'est le tome 3 des Sœurs Grémillet, donc Le Trésor de Lucille, de Barbucci et Di Gregorio, donc sorti chez Dupuis le 10 juin, donc c'est pas encore sorti, ça va sortir chez Dupuis. Donc voilà, les trois sœurs, du coup, c'est magnifique comme BD. Là, on est encore sur... totalement ma came au niveau graphisme, je trouve ça magnifique. Et en parlant de BD magnifique, je pense qu'on va finir sur celle-ci, le tome 14 de Princesse Sarah. Je sais que c'est la BD de ma copine Laetitia du coin lecture de Galéée. Donc toutes les aurores du monde d'Audrey Alouette, Nora Moretti, Anne-Lise Sauvêtre et Manon Duverdon, qui va sortir chez Soleil le 22 juin. Si tout va bien. Donc voilà, ce sera pour clôturer cette sélection des sorties livresques de juin 2022 qui est genre infinie. Je n'ai plus de voix, je pense que ça va être compliqué de récupérer après ça. Je vais me taire pendant quelques heures pour être sûre. Bref, j'espère que vous avez trouvé des titres qui vous ont
hypée en tout cas. Moi j'avoue que là je me dis que c'est pas possible, on va pas continuer comme ça parce que de mois en mois je commence à avoir des listes mais genre à rallonge. Les vidéos des sorties livresses vont taper bientôt les 1h30, c'est pas possible, mais je vous jure que bon, faire des choix moi j'ai du mal, mais vraiment j'ai éliminé des choses hein, par rapport à la première liste que j'avais faite. Donc je pense à vous, je pense à moi aussi, mais je pense à vous. Mais bon voilà, écoutez, il nous sort des trucs merveilleux, donc moi je dis on va pas se faire prier non plus. Bref, si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Rejoignez la communauté, ça ferait super plaisir de vous accueillir. Si vous avez aimé bien sûr regarder cette vidéo, et bien pensez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié du coup le travail, voilà, ça fait chaud au cœur. Laissez-moi un petit commentaire, j'adore partager avec vous, qu'on puisse discuter sur les titres qui vous font envie ou ceux que vous aviez vous repérés, peut-être que j'ai pas mis dans ma sélection. Je trouverais ça chouette aussi qu'on échange à ce propos. Bref, voilà, likez, commentez, partagez aussi la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous mets mon Instagram quelque part par là. Bref, vous retrouvez aussi toutes les infos dans la barre d'informations évidemment. En attendant, moi je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.